Comment créer une information juste dans un monde numérique où chacun peut publier ? Quelle est notre responsabilité en tant que créatrice de contenu ? Comment redonner du sens et de l'éthique à nos prises de parole ? Je suis Manon Marquez, ancienne journaliste et animatrice radio, aujourd'hui stratège média spécialisée dans le podcast. J'accompagne les entreprises à créer des médias podcasts plus conscients et impactants et j'interviens auprès des plus jeunes pour les sensibiliser à l'information. Dans le bon angle, je te partage des récits de terrain et des échanges avec des personnes qui créent et consomment des médias. Parce que l'information n'est jamais neutre. Tout est une question d'angle. Alors, comment choisir le bon angle ? C'est le mois d'août qui commence, c'est la série de l'été qui continue. Pour rappel, je suis là pour décrypter mes podcasts chouchous, vraiment ceux que j'adore écouter. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un podcast où je sais qu'on m'attend un petit peu plus, qui est Le cœur sur la table. C'est un podcast documentaire créé par Victoire Tuaillon, la GOAT. Pour moi, vraiment, c'est une grosse source d'inspiration. Elle est aussi autrice du podcast Les couilles sur la table et puis Renverser la table qu'elle produit elle-même aujourd'hui puisqu'avant elle était chez Binge Audio. Le cœur sur la table, c'est un podcast qui est lancé en février 2021 et c'est un format avec des épisodes documentaires qui mélangent témoignages, interviews d'experts, recherches théoriques. Et Victoire Tuaillon, pour moi, c'est vraiment une grosse inspiration, notamment dans le journalisme parce que c'est une personne qui va pousser les recherches très très loin. Ce que j'aime beaucoup également, c'est qu'elle mêle avec de l'introspection personnelle. Donc elle vient apporter un petit peu son journal intime et tout ce qui la traverse elle en tant que femme dans les relations. Pendant longtemps, j'ai attendu un prince charmant. Petite fille, ça me paraissait évident que plus tard, une fois adulte, moi aussi je serais en couple, avec un homme beau, gentil et attentionné. On vivrait ensemble, on aurait des enfants, on serait très heureux. C'est ce que me racontaient les contes de fées, les dessins animés, les émissions à la télé. C'est ce qui me semblait complètement normal. L'idée de ce podcast, c'est vraiment de déconstruire les mythes autour du couple, les mythes romantiques, la socialisation de genre, et vraiment d'apporter un angle féministe à toutes ces questions et de venir parler de tous ces sujets d'une manière à réfléchir soi-même. Et d'ailleurs, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la phrase qui fait de ce podcast une ligne édito assumée qui est « Parce que s'aimer est l'une des façons de faire la révolution ». On est arrivé assez collectivement à s'intéresser à cette question de l'amour après avoir traité la question de la violence et notamment des violences sexuelles avec le mouvement MeToo. Et en fait, c'était apparu assez logique de traiter cette question de l'amour juste après, parce qu'il était très clair dans tous ces témoignages de MeToo, et puis les statistiques nous le montrent aussi, que le lieu où on a le plus de chance, même si le mot est malheureux, de subir ces violences, c'est dans le cadre intime, dans le cadre amoureux. Donc qu'est-ce qui fait que l'amour et la violence sont tellement liés sans qu'on interroge vraiment ce lien-là ? Donc, et enfin, la certitude que tout ce qui était apparu d'habitude comme intime, c'est-à-dire ou comme purement personnel ou purement individuel, le fait que, je sais pas, toutes les histoires qu'on se raconte en fait entre nous sur nos crushs, nos élans amoureux, le fait qu'on ait le cœur brisé, nos séparations, nos ruptures, etc., a quelque chose de politique en fait, et profondément politique, et n'est pas qu'une histoire purement intime et individuelle. Je me suis dit, mais vraiment, il faut qu'on travaille l'amour d'un point de vue politique, économique, social, pour le sortir du cadre privé, en fait. Et effectivement, on ne peut pas faire la révolution sans passer par l'intime, par le couple, par la sexualité et par questionner aussi nos places à chacun, chacune au sein de ces relations, en fait. Alors si une grosse partie du podcast a été tenue par Victoire Tuaillon aujourd'hui, c'est beaucoup de thématiques qui ont continué, dont une qui est une petite pépite qui a été menée par Lolita Rivet sur l'éducation affective, puisque c'est aussi une institutrice et en gros elle a mené des ateliers d'éducation affective dans sa classe et elle l'a tout à fait documenté, et c'est un travail qui m'a beaucoup inspirée, notamment pour un podcast que j'ai fait avec les maternelles, et j'ai d'ailleurs publié cet épisode sur mon podcast et j'expliquais comment j'avais travaillé avec les jeunes, les questionnements que ça pousse d'interroger des maternelles sur les émotions, sur le rapport aux émotions.
et ce que ça interroge finalement pour de futurs individus, de futurs adultes, et surtout la place aussi des enfants. En parlant d'émotions, il y avait un sujet que je voulais absolument aborder avec les enfants. Le genre face aux émotions. Est-ce que les garçons, ils ont le droit de pleurer? Oui, non. Pourquoi tu penses que les garçons, ils ont pas le droit de pleurer? Parce que c'est des hommes. Parce que c'est des hommes, ils sont forts. Parce qu'ils sont super musclés, ils sont forts. Est-ce que vous pensez que les filles, elles ont le droit d'être en colère? Non. Ah oui, non. Pourquoi elles ont pas le droit d'être en colère, les filles? Ça, je sais pas. Moi, je sais. Parce que c'est que les garçons, ils ont quoi? C'est que les garçons qui ont le droit d'être en colère. Parce qu'eux, ils font de la boxe. Parce que eux, c'est des mères. Donc vraiment, moi, c'est un de mes épisodes que j'adore. Ça fait partie de mes 2 premiers épisodes que je te conseille d'écouter si ce n'est pas fait, parce que tu verras vraiment pourquoi je te dis que le cœur sur la table et du coup toute cette série-là autour de l'éducation affective, tout ce hors-série m'a énormément inspirée dans mon travail. Je l'écoute beaucoup moins aujourd'hui depuis que Victoire Tuaillon est partie. Donc je vais plutôt parler de la version de Victoire Tuaillon et aussi peut-être le hors-série de Lolita Rivet, parce que c'est des séries que j'ai moi-même écoutées. Depuis 2024, le podcast a été récupéré par Naomi Titi, qui reprend sous un nouveau format, un format un peu Dr Love, avec des talks, avec des experts et expertes. Mais aujourd'hui, je vais vraiment parler du format que je connais bien. Donc là, on est sur un registre de podcast documentaire. Donc c'est aussi moi ce que je propose dans certains de mes formats, un podcast documentaire. Et ce que je propose aussi dans mon hors-série Les Oubliés, que tu peux retrouver en lien. Mais déjà, l'idée de partir et de déconstruire les mythes romantiques, la manière dont on est socialisé en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que couple, et comment déconstruire peut-être certaines idées du couple, et puis en grande majorité d'une conception hétéronormée du couple, je trouve ça hyper fascinant. Moi, une grande passionnée des questions qui touchent l'amour, les sentiments, le couple, je trouve ce podcast fascinant. Et c'est un podcast que j'ai découvert dans une période de ma vie où je m'interrogeais énormément sur ça. J'ai moi-même vécu dans un environnement qui n'était pas du tout safe en termes de relations. Donc quand on grandit dans un environnement où il y a beaucoup de violence, et notamment de violence des hommes envers les femmes, c'est très compliqué de se construire en tant qu'adulte et de construire sa propre conception de l'amour, puisque souvent en fait, quand on aime avec ce qu'on nous a enseigné. Et donc du coup pour moi ça a été un peu compliqué pendant très longtemps de me détacher de cette conception reliée à la violence, reliée à l'emprisonnement, reliée au conflit, reliée à ce qu'on pourrait définir comme passion et tout ce que ça peut engendrer derrière. Et donc pendant très longtemps j'ai questionné les gens autour de moi par rapport à l'amour pour sortir moi-même de mes schémas familiaux et puis pour complètement éclater ce que je pensais être l'amour. On va pas se mentir aussi, tout ce qui est relié à l'imaginaire, aux films, aux séries, aux livres, développe beaucoup de schémas toxiques. Et donc du coup, on a un espèce d'imaginaire qui se crée autour du couple, autour de l'amour, qui fait que on a envie de vivre, de définir de cette manière-là. Donc quand j'ai découvert ce podcast, j'étais en Australie notamment, et je venais de vivre une rupture assez hardcore avec un garçon qui m'a quittée assez lâchement et avec qui j'avais vécu 9 mois de relation. Et notamment qui ne m'avait pas hyper bien traitée, qui était une personne assez égoïste, qui me faisait parfois des commentaires, même sur mon corps, sur mon poids, et qui m'a fait beaucoup de mal même au sein du couple sans avoir de violence physique, d'insultes ou quoi que ce soit. Mais finalement, j'ai d'une certaine manière reproduit une dynamique de violence dans le couple parce que je ne savais pas être aimée autrement à ce moment-là. Et donc du coup, à partir de là, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup
questionner les gens autour de moi parce que je me suis dit que moi-même je n'avais pas besoin d'avoir la même définition de l'amour que mes parents et qu'il fallait que je me construise ma propre définition et qu'il fallait moi-même que j'observe chez les autres comment ça fonctionnait en fait. Et donc du coup ce podcast est tombé à ce moment-là de ma vie et il m'a énormément aidée sur beaucoup de questionnements parce que je trouve que c'est précieux en fait d'avoir notamment un podcast qui permet de se concentrer sur seulement la partie cheminement de pensée et moi ce que j'aime beaucoup c'est toute la partie recherche et documentaire que Victor Tuaillon mène pour vraiment construire ce podcast. Je trouve ça absolument hyper important. Moi c'est personnellement quelque chose que je voulais reproduire dans mon podcast. Alors j'ai pas les mêmes moyens qu'un studio comme Binge Audio, je suis pas rémunérée pour mon podcast, donc bien évidemment que l'étendue et le temps que je prends pour les recherches ne peut pas être équivalent à ce que produit un studio de podcast. Et ce que produit une personne qui est payée pour rechercher et pour créer un tel contenu. Maintenant, du coup, c'est pour ça que il y a des épisodes qui sont beaucoup plus construits que d'autres sur mon podcast parce que il y a des épisodes où je vais prendre ce temps de recherche et je vais prendre le temps d'aller me renseigner et de construire tout un sujet autour d'une thématique. Quand on fait un travail journalistique, il faut aussi aller faire un travail de recherche, de vérification des sources, de croisement des sources aussi. Ça, c'est très important quand on veut faire un bon travail de recherche. Et ça prend du temps. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est que peu importe le niveau de ton podcast et peu importe les sujets que tu abordes, je trouve que c'est quand même intéressant de faire ce travail journalistique et important parce que avec le podcast aujourd'hui, on a une plus grande liberté à s'exprimer, à dire ce qu'on veut, etc. Et finalement, je pense qu'on en oublie notre responsabilité et que du coup, comme tout le monde finalement peut aujourd'hui faire un podcast, où se situe la ligne entre la rigueur journalistique et le podcasteur qui prend son micro et qui parle simplement dans son micro. Donc ça, c'est une première chose. Je pense que c'est important pour moi. La rigueur journalistique reste quand même importante, même si c'est un petit peu, même si c'est à petite dose. Je pense que c'est fondamental de continuer à construire ces sujets avec des bonnes recherches et des bonnes sources et de toujours citer ces sources. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ce podcast, c'est qu'il est explicitement politique et féministe et assume le parti pris que l'amour est quelque chose de profondément politique et que du coup, on se doit d'y apporter une lecture féministe et comprendre les enjeux qui se jouent en fait dans un couple et comprendre comment les inégalités se créent entre les femmes et les hommes. Ici, l'objectif, c'est pas juste de raconter des histoires de cœur. Victoire, elle cherche à documenter, à interroger, à politiser quelque chose qu'on pense souvent comme personnel, intime, qu'est le sujet des relations amoureuses. Et ça, je trouve ça hyper intéressant de partir aussi d'un parti pris collectif pour aller interroger aussi les expériences individuelles ou des expériences individuelles pour aller apporter une lecture collective. Je trouve que ça, c'est un travail qui est fondamental parce que il n'y a pas le collectif d'un côté ou l'individuel de l'autre. Et c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé avec une cliente, Claire, qui est d'ailleurs ma prochaine invitée sur ce podcast et qui écoutera sans doute cet épisode puisque elle a vraiment une expérience d'abord dans le collectif. Puis après, elle a recentré son métier de coach vers l'individuel. Et donc du coup, il y a eu un petit peu ce dilemme intérieur de se dire « Ouais, mais moi, en fait, il y a ce truc de travailler les questions collectives parce qu'en fait, il y a des enjeux systémiques. » Comme ici, là, sur le cœur sur la table, c'est les relations amoureuses. De se dire que les violences faites aux femmes, les oppressions dans le couple, tous ces sujets-là, même... juste la charge mentale, qui est un sujet extrêmement politique, ce sont des enjeux qui ne concernent pas juste une personne, mais qui concernent toutes les femmes à un certain degré dans un couple hétérosexuel. Mais d'un autre côté, comment changer le collectif si on ne change pas les individus ? Donc,
c'est intéressant de pouvoir mélanger les deux. Et ce que je trouve hyper intéressant du coup dans Le cœur sur la table, c'est que il y a vraiment cette lecture à la fois individuelle et collective. On s'interroge d'abord sur notre ressenti personnel de tiens, qu'est-ce que j'ai ressenti lors de cette rupture, lors de cette relation, qu'est-ce qui m'a traversé, etc., à quelque chose de beaucoup plus collectif qui parle aussi des enjeux. Bah oui, j'ai ressenti ça, mais d'un autre côté, il y a aussi ça à interroger. Il y a une question collective à interroger. Le cœur sur la table, c'est un succès monstre. 1,4 million d'écoutes en quelques mois, seulement juste avec le lancement. Donc je ne connais pas les chiffres aujourd'hui, mais c'est quand même plutôt impressionnant. Mais ça montre aussi que c'est un sujet qui est universel, qui parle à beaucoup de personnes. Créer un podcast, bien évidemment que, comme on le disait dans l'épisode précédent, c'est intéressant de se positionner, d'avoir une niche quand on peut avoir une niche, mais c'est pas spécialement obligatoire d'avoir une niche. C'est-à-dire que on peut tout à fait avoir un sujet, une thématique très générale qui va nous permettre d'aborder beaucoup de choses de société, généralement à l'intérieur. Donc finalement, peu importe, par exemple, aujourd'hui, ton podcast, s'il a une thématique généraliste et qu'il n'est pas forcément niché, en fait, l'importance, c'est les angles derrière. Ici, par exemple, ce que je trouve intéressant dans ce podcast Le cœur sur la table, c'est que finalement, à l'intérieur, il y a plusieurs séries. Une série sur l'amour, une série sur l'éducation affective des enfants, une série sur le parcours d'une nana qui découvre sa sexualité. Je connais pas tous les sujets, je les ai pas tous étudiés, mais en tout cas, ça, c'est intéressant aussi de pouvoir proposer ça dans un podcast. Ça, je trouve que c'est assez inspirant. On peut faire un podcast avec une thématique générale et puis après on peut faire des séries, des saisons. Tiens, je vais faire une saison sur telle thématique. C'était d'ailleurs quelque chose qu'on avait fait au départ avec ma cliente Marie, qui a un podcast qui s'appelle Psychopop et qui aborde beaucoup de questions liées à la psychologie et des questions de société. Et donc au départ, ce qu'elle voulait faire, c'était faire une série spéciale sur la PMA, sur la maternité et puis sur l'image de soi, etc. Donc en gros, elle voulait faire des blocs. Au final, c'est pas comme ça qu'on a fini par travailler, mais c'était aussi son idée de départ et je trouvais ça assez intéressant. En tout cas, le format ici est bien défini et ne change pas, peu importe les journalistes qui prennent le relais derrière. On est à la fois sur un format documentaire, sur un format assumé et féministe, engagé, nourri vraiment d'énormément de recherches. Et je trouve que c'est intéressant parce que même en changeant d'autrice, le podcast garde son identité. Donc ça, c'est quelque chose, en fait, comme on le disait avant, peu importe la saison, si vous faites évoluer le projet, c'est quelque chose qui peut arriver. Parfois, on en a marre d'un certain format, on n'a pas envie de s'emprisonner, on a envie de faire évoluer. Le podcast est voué à être un laboratoire. C'est voué à être expérimenté, à faire évoluer et à ne pas rester enfermé. Parce que sinon on ne progresse jamais. Mais ici l'idée c'est qu'est-ce qui fait que ton podcast restera avec finalement une bonne colonne vertébrale. Peu importe après si le format change un petit peu, si on part dans une autre direction, quelle est la colonne vertébrale de ton projet. Et ça, c'est pas juste se demander de quoi je veux parler, c'est aussi se demander avec quelle intention je veux parler de ce sujet-là et qu'est-ce que je veux que ça provoque chez la personne qui m'écoute. Parce que quand on a une dimension aussi plus émotionnelle, c'est tout de suite plus intéressant en fait. Pour moi, ça change tout. Parce que quand on est dans une intention justement d'informer sur un sujet, quand on est sur une intention de divertir, dans un objectif très précis ou encore plus précis que ce que je cite là, eh ben, ça change la motivation qu'on a déjà à créer cet épisode et ça change la portée qu'aura l'épisode derrière. Parce qu'une intention, ça se ressent. Donc voilà, tout ça pour dire que ça c'était mon deuxième podcast chouchou, ça c'est mon podcast je pense coup de cœur, ça fera toujours partie de
de mon top 3. Vraiment, c'est mon top 1 pour le moment. Il n'a jamais été détrôné par un autre podcast parce que pour toutes les raisons que j'ai citées aussi, et je pense que c'était un moment de ma vie où j'avais besoin de ce podcast. Donc voilà, je recommande pour celles et ceux qui n'ont pas écouté. L'influence qu'a eu ce podcast sur la manière dont je crée aujourd'hui et sur mon format peut s'entendre. On m'a déjà fait la réflexion et pour moi c'est le plus beau compliment, et notamment parce que je travaille avec un super compositeur qui m'a fait une musique fabuleuse qui me permet d'avoir ce type d'ambiance. Et voilà, j'espère que le cœur sur la table, si ça faisait pas partie de ta playlist, fera partie de ta playlist cet été. Et n'hésite pas en tout cas si tu as toi-même des podcasts à me recommander pour que j'en fasse peut-être un petit décryptage si tu aimes ce format. Peut-être que je le continuerai aussi à la rentrée. Si tu as envie de travailler avec moi, il y a plusieurs moyens de le faire. À la rentrée, j'ai un créneau montage qui se libère, notamment si tu as besoin de déléguer le montage de ton podcast. J'ai ensuite ma prestation chouchou et phare du moment que j'ai lancée il y a quelques mois, qui est mon offre interview, où on travaille main dans la main, je t'emmène en studio et pendant 1 heure en fait, on fait une interview qui va te permettre derrière d'avoir 16 réels, 3 mois de contenu voire plus selon ton planning éditorial. Et puis sinon, bien évidemment, si tu as envie de te lancer dans le podcast, j'ai toujours mon accompagnement phare qui reprend, qui s'appelle Lance ton podcast et qui permet de t'accompagner de A à Z. Donc de l'idéation à la technique, à l'enregistrement, jusqu'à la diffusion et à la création de ton kit de lancement. Voilà, ça fait beaucoup de choses, mais comme c'est les vacances, je voulais vraiment faire l'état des lieux de mes offres. Comme ça te permet de voir s'il y a quelque chose qui t'intéresse. Parce que moi, je reprends du service en septembre, donc voilà, ça te permet de faire ton petit marché. Sur ces mots et sur cette découverte, on se retrouve dans 2 semaines et je te souhaite un bel été.